Merci beaucoup. Vous conviendrez avec moi que qu'on soit chef d'entreprise avec un effectif de 1000 ou 2000 personnes ou 500 personnes, ou qu'on soit une start-up, vous êtes tous des entrepreneurs. C'est à des niveaux, c'est à des degrés différents. Et à chaque niveau, il y a des collaborateurs, juste pour vous. Je me dis à ce niveau, qu'on soit entrepreneur débutant, j'appelle ça comme ça, ou qu'on soit chef d'entreprise, on a toujours besoin de l'expérience collaborateur. Je vais vous le dire. Quand vous prenez aujourd'hui l'entrepreneur, forcément, il a des interactions. Il y aura des interactions entre lui et ses clients ou collaborateurs. Donc, on va ramener la question sur l'expérience personnelle de l'entrepreneur vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses, si vous voulez, collaborateurs. D'accord? Lorsque vous avez des collaborateurs ou vous interagissez avec des consultants, vous interagissez avec des partenaires, vous devez avoir une bonne conduite. Vous devez leur montrer que vous avez des valeurs. Parce que l'expérience du collaborateur, ce sont des éthiques, ça relève de l'éthique, n'est-ce pas? Non pas des normes établies, si vous voulez, sur le plan légal ou réglementaire. Quand vous avez des partenaires, si vous ne les inspirez pas, il va sans dire qu'ils vous lâchent, n'est-ce pas? Et ça, vous en avez besoin pour développer votre business. Donc, lorsque vous leur dites que nous allons nous rencontrer pour échanger sur une thématique donnée, sur un partenariat, vous ne devez pas leur montrer que tout de suite, que vous, c'est l'argent qui vous intéresse. Vous devez montrer que c'est vrai que l'argent vous intéresse, mais les humains d'abord. Il y a des valeurs qui vous importent, il y a des valeurs que vous mettez de l'avant, il y a des valeurs qui vous caractérisent que vous ne pouvez pas monnayer. Ça, c'est extrêmement important. Donc, cette question rentre dans le cadre de l'expérience personnelle, mais qui débouchera à l'expérience client. En tous les cas, ce sont des interactions professionnelles. Il est extrêmement important que ces interactions-là soient basées sur des fondements solides, sur la confiance, la transparence et le dialogue. Merci. Très, très, très intéressant. Et donc là, finalement, il y a un lien fort qui est là, c'est-à-dire que l'expérience collaborateur se base sur les soft skills. Est-ce que vous pouvez aussi valider cela? Il faut vraiment des soft skills là. C'est-à-dire que justement, les hard skills vont t'aider à faire ton métier. Mais les soft skills, là, c'est ça qui va te permettre de construire cette expérience-là pour faire que les gens soient clients chez toi pendant longtemps ou que les gens travaillent chez toi pendant longtemps. Oui, en fait, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous prenez l'expérience candidat, vous savez, il y a l'expérience candidat, l'expérience client et l'expérience collaborateur. D'accord? Lorsque vous prenez l'expérience candidat à travers le marché de l'emploi, il a été clairement indiqué que, et ça se justifie, que 80% de l'emploi est caché. En fait, quand vous parlez des techniques de recherche d'emploi, il y a deux types de marchés. Il y a le marché ouvert et le marché caché. Le marché ouvert, ce sont les annonces que vous voyez tous les jours sur les sites d'emploi, sur les salons d'emploi et au niveau voilà, de l'espace public. Maintenant, de l'autre côté, ce sont ces annonces qu'on ne publie pas, qui sont plus nombreuses. À ce niveau, les recruteurs ne cherchent pas fondamentalement le savoir-faire, c'est le savoir-être. Vous savez, avant de recruter quelqu'un, il faut connaître quelles sont ses valeurs, son comportement, qui sont extrêmement importants pour la mise en œuvre des missions qui lui seront confiées au sein de l'entreprise. Vous recrutez un employé qui est incompétent, à travers le développement de compétences, vous pouvez développer ses compétences. Mais vous recrutez quelqu'un qui est malhonnête, quel que soit ce que vous faites, il est malhonnête, il restera malhonnête. Donc, les chefs d'entreprise ne veulent pas s'entourer de ces personnes comme ça. Vous avez vu? Donc, c'est pourquoi on mise beaucoup plus sur les compétences comportementales que sur les compétences, pardon, du savoir-faire. Vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, avant de recruter quelqu'un, mais on va voir son passé. C'est extrêmement important. Donc, c'est extrêmement important que les compétences comportementales soient mises en avant pour développer votre business et votre expérience collaborateur. En tout cas, c'est un cours magistral. J'ai l'impression de suivre un cours magistral à l'université. Ah, merci. Et quels sont donc les piliers fondamentaux sur lesquels il faut absolument
se baser pour garantir la réussite d'un programme d'expérience collaborateur? Merci beaucoup et je pense que c'est une thématique assez intéressante parce que tous les chefs d'entreprise ne cherchent qu'à générer des bénéfices. Et nous, les ressources humaines, nous devons être au milieu pour faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre les préoccupations des employés et les besoins des entreprises. C'est extrêmement important. C'est là où nous devons être. À ce niveau, moi, je milite aujourd'hui pour le département du bien-être professionnel et social dans les entreprises, plus que même le département des ressources humaines. Parce qu'on a tendance à confondre ou on a tendance à considérer que les hommes sont des ressources. Non, les hommes ont des ressources, pas des ressources. À ce niveau, au niveau des valeurs de l'entreprise, au sein de l'entreprise, il faut développer la culture de l'entreprise basée sur la transparence, la confiance et le dialogue. Si vous me demandez le premier pilier, je vous dirais, c'est la culture d'entreprise, qui n'est autre chose que notre façon de voir les choses et notre façon d'agir au sein de l'entreprise. Exemple, lorsque vous prenez une entreprise, lorsque l'entreprise réalise des bénéfices, il faudrait que les employés sachent que l'entreprise a généré des bénéfices et qu'il y ait des partages ou un partage de bonus pour les emplois. Parce que c'est eux qui ont généré ce bénéfice-là. C'est eux qui se sont mis au travail au cours de l'année. Il faudrait les récompenser. Alors, c'est là où je parle de la transparence, notamment la transparence financière. Donc, la culture d'entreprise doit être fondée sur ces éléments. Deuxièmement, c'est l'onboarding, l'intégration de l'employé. Lorsque vous recrutez une entreprise, il faudrait mettre en place des process lui permettant de s'intégrer rapidement au sein de l'entreprise en l'affectant un guide ou un manager avec le livret de l'employé, d'accord, pour qu'il puisse comprendre réellement comment l'entreprise fonctionne, le rassurer, l'accompagner et mettre un management collaboratif auprès de lui pour qu'à la fin de sa période d'essai, qu'il puisse vraiment se sentir dans un environnement meilleur, lui permettant d'avoir le goût et la volonté de rester au sein de l'entreprise, voilà, et travailler pour cette entreprise-là. Si vous me demandez, je vous dirais que c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est le management collaboratif. Vous savez, l'expérience collaborateur est venue bousculer la donne, changer le paradigme qui orientait l'entreprise vers le client. OK? Aujourd'hui, l'expérience collaborateur prend le contre-pied de l'expérience client, même s'il s'inspire, d'accord, à l'expérience client. Le concept prend ce contre-pied. Il dit les employés d'abord, les clients ensuite. Donc, l'expérience collaborative, le collaborateur doit être à mesure de cerner les besoins et les préoccupations de ses collaborateurs. Être à l'écoute, développer le sens d'écoute, rassurer ses collaborateurs, leur permettre de s'exprimer, la liberté de ton, qu'ils donnent leur avis et que leurs préoccupations soient prises en compte. Lorsque vous fixez des objectifs, il faut que ces objectifs soient smart. Il faudrait que les employés se sentent accompagnés par leur management. Parce que sinon, ce qui va se passer, ce sont des emplois frustrés et des démissions en cascade. Est-ce qu'on a besoin que les hauts potentiels, que les talents quittent l'entreprise? C'est pourquoi on développe une politique de développement, de fidélisation et de maintien des employés au sein de l'entreprise. Donc, il faudrait faire en sorte que ce type de management soit horizontal, vertical, en tout cas dans tous les sens. Sinon, l'expérience a montré qu'il y a des employés qui démissionnent, ils ne quittent pas l'entreprise, mais ils quittent leur manager. Il faut éviter ça. Ça, c'est le troisième pilier ou levier. Il y a un autre levier, c'est la communication interne. Il faudrait que la communication soit une communication fluide et dans tous les sens. Une communication verticale, une communication horizontale, une communication qui part de la base vers le haut, et du haut vers le bas. Donc, cette communication, elle est extrêmement importante parce que à chaque fois qu'on communique, à chaque fois que les employés sont informés, d'accord, on est dans une mesure d'anticiper sur des supputations, d'anticiper sur des non-dits au sein de l'entreprise. Et ça impacte sérieusement le climat social. D'accord? Si la communication n'est pas bonne, il y a un impact sur le climat social. Donc, il faut communiquer. C'est aussi un autre volet. Aussi, la conduite du changement. Parce que c'est là où les managers sont attendus. C'est d'accompagner les employés dans la conduite du changement. Parce que tout
la conduite du changement, c'est de l'inconnu. C'est un terrain qui n'est pas connu. Lorsque cela arrive au sein de l'entreprise, il appartient au manager de se mettre devant et rassurer les employés, les former, les accompagner pour qu'ils comprennent les objectifs et le bien fondé du changement. Leur montrer que ce que nous voulons mettre en place, le changement voulu n'est pas contre un employé. Ça, c'est un autre volet. Il y a un quatrième, je ne sais pas, cinquième volet, c'est le développement des compétences des employés. Lorsque vous avez un plan de développement des compétences des employés, ça participe à la fidélisation et au maintien des talents au sein de l'entreprise. OK? C'est extrêmement important. Le développement des compétences des employés. D'accord? Il faudrait le mettre comme une priorité au sein de l'entreprise. Et en dernier essor, nous avons aussi la récompense. Parce que lorsque vous êtes dans une entreprise, vous travaillez, vous avez besoin d'être récompensé. C'est la gestion de votre carrière, la mobilité. D'accord? Il faudrait qu'il y ait des récompenses à travers une progression, à travers une bonne gestion de carrière. Aujourd'hui, vous êtes assistant des ressources humaines. Demain, il faut que vous soyez responsable d'administration du personnel ou développement des compétences. Et après, directeur des ressources humaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est de cette manière-là que l'expérience collaborateur pourra voir le jour au sein des entreprises. Intéressant. Et une fois établi un programme d'expérience collaborateur en fonction des piliers que vous avez cités, comment on fait pour mesurer le succès? Très bien. Vous savez, au début, je vous ai parlé de 3 types d'employés, n'est-ce pas? Lorsque vous parlez de l'engagement de l'employé, il y a des entreprises qui organisent des enquêtes sociales au sein dans les différentes entreprises, en fait. Il y a ces enquêtes sociales-là qui sont organisées de manière anonyme. Ça donne la possibilité aux employés de s'exprimer de manière anonyme, leur ressenti et sur le fonctionnement de leur entreprise. Donc, à partir de là, on peut mesurer l'engagement des employés qui débouche en fait à l'expérience collaborateur. Parfait. C'est-à-dire qu'il faut faire des enquêtes auprès des employés pour recueillir un certain nombre d'informations qui va permettre d'évaluer si la problématique initiale est en train d'être résolue ou pas. Voilà. Mais est-ce que, bien avant ça, est-ce qu'on fixe des KPI au moment où on met en place la stratégie? Est-ce qu'on fixe des KPI bien avant le fait de mettre en place des surveilles? Parce que même quand on va mettre des surveilles, les surveilles vont nous permettre seulement, disons, les enquêtes vont nous permettre seulement de recueillir l'information. Mais après, il va falloir prendre des décisions informées en fonction de ces informations-là. Et je pense que là, on a besoin des indicateurs de performance. Est-ce que c'est ça ou... Oui, en fait, quand vous prenez en fait le climat social, d'accord? Le climat social, c'est quelque chose qui est la plus fondamentale en fait au sein de l'entreprise. Il est facile de mesurer si le climat social est bon ou pas. Parce que vous savez, il y a des entreprises souvent qui se retrouvent dans des grèves, ça et là. Et pourquoi? Parce que il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés ou qui n'ont pas pu être réglés au sein des entreprises. Est-ce que quand ces problèmes-là ont été identifiés, est-ce qu'ils ont été réglés? Donc, c'est un élément qui est extrêmement important. À chaque fois que vous identifiez un problème au sein de l'entreprise, il faut le régler. Je prends un autre exemple. Il y a la politique de recrutement. On dit que le recrutement, quand un poste est disponible au sein de l'entreprise, il y a un poste vacant. L'avis à candidature, la priorité est donnée aux employés internes, n'est-ce pas? Vous devez voir en tant que chef d'entreprise ou directeur des ressources humaines, est-ce que cette politique est respectée parce qu'elle a été élaborée, elle a été validée par la direction générale? OK? C'est devenu une norme au sein de l'entreprise. Donc, lorsque cette politique-là, elle est développée, vous devez recruter, vous devez forcément miser sur l'avis à candidature interne avant de lancer votre avis à l'externe. Donc, il y a des alertes à ce niveau. Quand vous ne faites pas ce travail-là, ça va amener des frustrations au sein de l'entreprise, n'est-ce pas? Et vous serez très à l'aise à mesurer ces éléments-là, prendre des mesures pour changer cette donne-là. Parce que si vous ne le faites pas, de ressenti à ressenti, c'est des problèmes qui vont naître, n'est-ce pas? C'est un élément palpable. Donc, une autre façon de mesurer, c'est tout simplement de regarder l'entreprise. Personne ne se plaint. Voilà, c'est que ça fonctionne. Oui, il y aura toujours des plaintes en fait. Mais est-ce que les plaintes qui sont exprimées, ce sont des plaintes majeures
où ce sont des plaintes réellement fondées. Parce qu'il y a aussi des plaintes subjectives. L'entreprise aussi doit se développer. Elle ne doit pas rester dans les logiques des revendications subjectives. D'accord? Mais vous devez regarder tout, surtout ce qui concerne le bien-être des travailleurs au sein de l'entreprise, que ces piliers-là sont pris en compte et que voilà, l'entreprise évolue. C'est un peu ça. Maintenant, peut-on investir dans l'expérience collaborateur avec des attentes sur le court terme ou est-ce que l'expérience collaborateur est à strictement considérée comme une stratégie de croissance sur le long terme? Moi, je pense que l'expérience collaborateur, c'est d'abord le quotidien, sur le court terme et sur le long terme, n'est-ce pas? Parce que tout ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte que l'acte que vous posez aujourd'hui au quotidien va dans le sens de la stratégie de l'entreprise à long terme. Lorsque vous dites votre stratégie, d'accord, c'est la fidélisation et le maintien des talents au sein de l'entreprise, il faut de jour en jour développer des techniques et des pratiques qui vont dans ce sens-là, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est le quotidien sur le court terme et sur le long terme. Maintenant, quelles sont les tendances actuelles en matière d'expérience collaborateur qu'un entrepreneur ne peut pas se permettre de négliger aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, la direction des ressources humaines doit mettre à la disposition de l'entreprise des employés engagés, motivés et épanouis. Vous devez tout faire pour que vos employés soient engagés et motivés. Vous devez tout faire pour éviter les frustrations. Il y a des entreprises, notamment dans les entreprises minières, un seul jour de grève, c'est des milliards dans l'eau. Donc, si vous me demandez, la question de l'engagement des employés au travail doit être au centre des préoccupations des dirigeants des entreprises. Et quels sont les problèmes que vous avez identifiés qui freinent, selon vous, le développement d'une entreprise en Afrique? Problème n'ayant a priori rien à voir avec l'expérience collaborateur, mais que l'expérience collaborateur pourrait résoudre. Vous savez, en Afrique, on a des problèmes. Ces problèmes résultent du fait que les dirigeants d'entreprise ou les chefs d'entreprise ne comprennent pas que les meilleures ressources au sein des entreprises, ce sont les ressources humaines. Avant de parler des ressources financières ou de parler des objectifs de performance ou de parler des objectifs commerciaux, il faudrait miser sur les ressources humaines parce que c'est elles qui créent de la valeur. Et malheureusement, en Afrique, nous voyons que des chefs d'entreprise misent beaucoup sur l'argent et pas sur les humains. Et généralement, ça crée des problèmes. Je me dis aujourd'hui, avec l'expérience collaborateur, les managers, les directeurs pourront avoir une autre démarche, une autre vision dans la gestion des entreprises et comprendre que les ressources humaines seront et sont au centre du développement de toutes les entreprises. Faute de quoi, il ne peut pas y avoir de protection, il ne peut pas y avoir de compétitivité. Il ne peut rien y avoir sans l'humain. Jean Baudin disait, il n'y a de ressources que d'hommes. Ok, mais qu'est-ce que vous direz à quelqu'un aujourd'hui qui va vous dire que oui, les ressources humaines, c'est bon, mais moi, j'ai l'intelligence artificielle aujourd'hui qui me permet de remplacer plus de 80% de mes ressources humaines. Vous savez, les ressources humaines, en fait, ne sont pas une science exacte. C'est une science humaine, c'est une science pluridisciplinaire qui prend en compte plusieurs facteurs. On ne gère pas les ressources humaines par une intelligence artificielle. Parce que si vous avez affaire seulement à des robots, vous avez affaire à une technologie, d'accord, qui ne prend pas en compte les besoins et les préoccupations des employés, comment est-ce que vous pourrez gérer ces employés-là? Il faudrait échanger avec eux, il faudrait connaître quelles sont leurs préoccupations, il faudrait connaître quels sont les besoins qui se posent là, il faudrait connaître quels sont les ressentis en fait de ces employés pour pouvoir apporter des solutions. Mais l'intelligence artificielle, vous mettez un logiciel en place, ou vous programmez le logiciel, il fait ce qu'il vous a demandé, ce que vous l'avez demandé, et puis voilà. Donc, je pense que les hommes se gèrent par les hommes. Maintenant, les applications, l'intelligence artificielle peut venir faciliter le travail des ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, sans cela, on ne peut pas aussi aller. Mais ça ne peut pas remplacer la tête, d'accord? La réflexion et les valeurs humaines, la chaleur humaine. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer ça. Ok.
Donc, je soulignais ce point au moment où, il y a quelques jours, je lisais un article qui disait que, il y a une intelligence artificielle qu'ils ont créée qui vient de passer un certain nombre de tests qui font que aujourd'hui, même l'intelligence artificielle va commencer à avoir des émotions ou je sais pas, des trucs comme ça. Et donc, par rapport aux tests que cette intelligence a passé, on assimile cela aux capacités d'un enfant de 7 ans ou de 8 ans. Et donc, c'est dire que peut-être que dans les années à venir, l'intelligence artificielle sera capable d'être autonome et d'avoir, de ressentir. Je ne sais pas, en tout cas, l'avenir va nous éclairer là-dessus. On va continuer sur notre thématique. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez déjà donné beaucoup d'erreurs que les chefs d'entreprise commettent en Afrique pour ne pas justement bénéficier d'une bonne expérience collaborateur et développer leurs entreprises. Mais si je vous demandais encore tout de suite, est-ce que vous pouvez citer les erreurs les plus graves que les entreprises commettent en matière d'expérience collaborateur et comment les corriger pour redresser l'entreprise et générer de la croissance? Que me répondiez-vous? Sur le manque de transparence, ça c'est un problème, le manque de transparence. Vous savez, il y a des chefs d'entreprise. Bon, moi, je suis gestionnaire des ressources humaines, hein, et il faut être au milieu. Je ne suis pas là pour taper sur les chefs d'entreprise, c'est un constat en fait. Si on parlait aujourd'hui des obligations des travailleurs, j'allais aussi vous parler d'un certain nombre de choses. Mais l'expérience collaborateur, justement, vise l'expérience que le candidat, pardon, l'employé va vivre au sein de son entreprise. D'accord? Et ça, c'est au profit de son employeur. Alors, ces erreurs, je disais que c'est le manque de transparence. Vous savez, il y a de ces entreprises, le top management se trouve toujours dans une logique pour te dire que ça ne va pas au sein de l'entreprise. Ça crée déjà un problème, une sorte de stress permanent dans la tête des employés parce qu'ils se disent que l'emploi n'est pas sécurisé. À tout moment, tout peut arriver. D'accord? Et ça ne rime pas avec l'expérience collaborateur. Vous comprenez? Ça, c'est une erreur fatale qu'il faudrait éviter. Parce que si l'employé est conscient, on le dit que ça ne va pas, toujours ça ne va pas, l'entreprise a des difficultés, même si elle n'est pas dans des difficultés, il va passer tout son temps, une bonne partie de son temps, s'il n'arrive pas à avoir le temps de sortir et aller chercher de l'emploi, à passer sur le net pour chercher des offres d'emploi, se connecter avec les amis, avec son réseau pour chercher de l'emploi. C'est une perte pour l'entreprise. Il faut éviter cela, n'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'il y ait une transparence dans la gestion à tous les niveaux. L'autre erreur qu'il faille éviter sur le type de management, il faut mettre en place un management collaboratif. C'est-à-dire qu'il faut sortir des dédales de la pyramide organisationnelle qui dit que le lien hiérarchique, en fait, c'est un lien rigide. Il faut sortir de cette logique de rigidité. Il faut être dans une logique où le management, il est souple. Il y a de ces employés qui ont de très belles idées, mais il faudrait leur donner la chance d'exprimer ces idées et prendre des initiatives. Parce que s'ils prennent des initiatives, vous leur demandez pourquoi vous avez fait ça, alors que ces initiatives-là pourraient aider l'entreprise dans le sens de la performance de l'entreprise, plus que les politiques et les procédures qui sont disponibles là, et qu'on ne capitalise pas cette expérience-là, c'est un problème. Donc, il faut être flexible. Il faut qu'il y ait une flexibilité. Parce que sinon, il y a des employés qui vont aussi partir. Peut-être que c'est des hauts potentiels, c'est des talents. Je me dis, il faut éviter aussi le management rigide. Il faut bousculer un peu cette façon de travailler. Ce type de management, il faut bousculer ça. Et je dirais, il faut éviter aussi de faire en sorte qu'il y ait une certaine injustice au sein de l'entreprise. Il faudrait que la récompense soit basée sur le mérite. Lorsqu'il y a deux poids, deux mesures, les uns sont bien récompensés et que ces récompenses-là ne sont pas basées sur des logiques assez claires et nettes, sur les politiques et les procédures de l'entreprise, sur le mérite de chaque employé, c'est un problème. Le sentiment d'injustice, c'est un problème. Donc, je dirais que ce sont des choses qu'il faut éviter au sein de l'entreprise. C'est vraiment un excellent échange là. Est-ce que
qu'est-ce que vous pouvez laisser à l'auditeur qui vous suit? C'est-à-dire que s'il a tout oublié de la discussion qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'il doit retenir de cet échange sur l'expérience collaborateur?